Salut à tous et bienvenue pour cette rentrée de Social Blog, le magazine des nouvelles générations du Moyen-Orient. Alors que les enfants ont repris le chemin de l'école, nous allons parler d'éducation dans cette émission et on va se demander tout simplement s'il faut payer et combien faut-il payer pour mener ses enfants sur le chemin de la réussite scolaire. Nous sommes allés à la rencontre de parents qui ont décidé de construire eux-mêmes l'école de leurs rêves et puis le poste comparera au-delà des clichés, l'école publique et l'école privée. Pour en parler avec nous, des blogueurs mais aussi des jeunes parents, Virginie Belaïch, blogueuse et aussi journaliste sur le site Family Deal. Face à elle, Ronnie Edry de la Peace Factory. C'est Social Blog saison 2. Bienvenue. Et avant d'évoquer cette question d'éducation, on commence avec 3 infos de rentrée venues des 4 coins du monde. Apprendre aux petits Américains qui sont les méchants et les gentils avec des livres de coloriage, c'est possible. Les bambins peuvent colorier un crucifié par l'État islamique, les barbes d'un groupe de talibans ou encore les Américains tués dans l'attaque de leur consulat en Libye en 2012, mais aussi l'arsenal de l'armée américaine et des leaders du Tea Party, ou comment apprendre la géopolitique en toute subtilité et en toute pédagogie. Cheverito, en espagnol, ça veut dire le petit gars super cool et il a été missionné par le gouvernement pour relancer le tourisme au Venezuela. Problème, la situation dans le pays est catastrophique, alors les internautes ont pimenté le séjour du voyageur. Plus de cartes postales, mais visites de supermarchés déserts à cause des pénuries, assassinats d'étudiants qui manifestent ou projets qui n'aboutissent à rien. Les Vénézuéliens font voyager Cheverito dans des endroits, disons, plus authentiques. Les manifs des sardines. En Israël, le gouvernement veut faire appliquer une loi fixant à 40 le nombre d'enfants par classe. Résultat, cette rentrée, les parents et les enfants ont pris la sardine comme symbole et manifestent avec des boîtes métalliques. Faut pas les prendre pour des macros. Je suis hallucinée par la première info sur les dessins. Pour les enfants américains, je reste sans voix, franchement. Vous donneriez ça à vos enfants ? Ah, pas du tout, non. Moi, ma fille, elle n'a pas besoin de sujet pour dessiner, mais je trouve ça hallucinant qu'on en arrive là, vraiment. Ronnie ? Moi, je trouve ça marrant. On fait pareil en Israël. On leur donne à colorier des parachutistes, des tanks, des avions. Oui, il y a aussi les armes du Tea Party. On n'est pas loin de ça. Moi, ça me choque pas plus que ça, quoi. Ça vous amuse ? Ça m'amuse, ouais. On va parler d'éducation. Ça me déçoit, mais c'est... Voilà. On va parler d'éducation en Israël. En 2012, Israël avait été désigné par l'OCDE 2e pays du monde en matière d'éducation. Certains parents, malgré cela, souhaitent donner à leurs enfants des modes alternatifs d'éducation et éviter les classes surchargées. Ils s'associent et ils n'hésitent pas à fonder leur propre école. Notre reporter Yael Gatton a suivi parents et enfants de l'école Aviv qui appliquent la méthode dite de Waldorf. C'est le portrait de la semaine. Au départ, cela ressemblait à une mission impossible. Mais dans quelques jours, ce chantier sera terminé. L'école primaire Waldorf va pouvoir accueillir les élèves. Cette année est très spéciale pour notre école. Nous avons dû changer de bâtiment parce que nous avons été obligés de quitter l'ancien en juin. L'été a été très difficile. On a rénové tout le bâtiment nous-mêmes. Il y a quelques années, un groupe de parents mécontents du système scolaire public de Tel Aviv se sont réunis pour créer une école alternative pour les enfants qui suit la pédagogie éducative dite de Waldorf. Je vois cette initiative comme un moteur de changement social dans le système éducatif public. Et ça, pas seulement pour un petit groupe de parents qui ont trouvé une solution pour leurs propres enfants. Notre but, ce n'est pas du tout d'être séparés des autres. Nous, on aimerait bien faire partie du système municipal, du système public. Et pour le moment, nous ne sommes ni acceptés ni intégrés. Jour de rentrée pour les parents, le défi est malgré tout relevé. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, les peintures, le design, les couleurs, tout ça a été fait par les parents. Ma famille s'est engagée pour un prêt d'1,5 million de shekels pour payer les rénovations. Mais ça, c'est juste des chiffres. Ça montre combien on croit dans cet endroit. Après une longue bataille de procédure, les parents ont enfin reçu leur permis du ministère de l'Éducation ainsi qu'un petit budget.
Mais parce qu'ils n'ont pas le statut officiel d'école publique, la municipalité de Tel Aviv n'est pas obligée de leur fournir un bâtiment. Et elle a d'ailleurs choisi de ne pas le faire. Je regrette que les enfants qui ont la chance de faire leur scolarité ici, ce cadeau, soient des enfants dont les parents ont le temps et les ressources pour s'investir pour financer leur nouveau bâtiment. L'objectif serait que chaque enfant et chaque parent qui choisit d'envoyer leur enfant ici pourra le faire, et ça, peu importe leur situation économique. Je pense qu'aider le système public à rester public et à être ouvert à tous avec un modèle éducatif, c'est ça le plus important pour la situation de Tel Aviv-Jaffa actuellement. Quand cette école est venue à la mairie avant d'ouvrir, la réponse qu'ils ont obtenue du maire, c'est que nous ne soutenons pas l'enseignement privé et nous n'avons pas l'argent pour investir dans ce secteur. Tel Aviv-Jaffa a un très bon système d'école publique et je pense que ce serait mieux que tous les parents qui choisissent des écoles privées envoient leurs enfants en école publique. Quand les parents me demandent où scolariser leurs enfants, je réponds toujours dans une école publique. Ces parents refusent de se considérer comme un groupe de parents élitistes qui veulent une école privée. Au contraire, ils souhaiteraient que l'école Waldorf, qu'ils ont fondée, devienne un jour publique. Mais le système ne leur a pas permis de le faire. L'école de leurs rêves est donc pour le moment réservée à ceux qui en ont les moyens. Alors Ronnie, les parents que l'on voit dans cette école, ils ont l'air formidables, ils se sont battus pour créer l'école de leurs rêves, mais est-ce qu'au final, si tous les parents faisaient la même chose, on ne serait pas dans une société totalement inégalitaire avec une éducation à différents niveaux? Je pense que c'est pas le problème. Le problème, c'est que c'est des parents qui ont les moyens de le faire, mais surtout qui sont désabusés du système et donc qui vont essayer de créer quelque chose de meilleur pour leurs enfants parce que le système qui leur est proposé par l'État, il est vraiment il est sous le niveau, quoi. Donc ceux qui n'ont pas les moyens, ils sont à l'école publique qui est c'est le foutoir, c'est la garderie en gros. L'école publique, faut pas exagérer. En gros, c'est la garderie. Virginie, votre avis là-dessus? Non, moi je trouve ça. Vous, votre enfant, moi, ma fille, elle est scolarisée dans une école publique. Okay. Moi, je trouve toujours très dangereux de voir des citoyens se substituer au service de l'État. Je trouve que c'est toujours une dérive. On ne sait pas du tout où ça va mener. Enfin, je veux dire. Si l'État faisait son travail, ça serait bien. Moi, je serais d'accord. Mais quand tu vois l'état des écoles en Israël, l'état des classes. Il faut peut-être aussi dire que Tel Aviv, c'est une situation qui est particulière. Moi, ma fille, elle est à l'école publique. C'est nous qui avons mis les rideaux, c'est nous qui avons peint, c'est nous qui avons racheté des chaises et voilà, les parents c'est à peine si je viens pas de l'école et d'aider l'école publique. Non, mais c'est ça ou rien. C'est où tu viens et tu fais le ménage dans la classe de tes enfants ou il n'y a pas le ménage de fait. Voilà quoi. Bon, le moi, système. J'habite pas à Tel Aviv et je pense que c'est sans doute particulier à Tel Aviv et c'est aussi pour ça que cette école. Moi, je vois aussi qu'ils ont créé une école pour mettre en place la méthode Waldorf. Il y a aussi, à mon avis, un projet pédagogique derrière. Et il y a aussi une vraie envie de proposer une pédagogie différente. Qui peut inspirer le public dans le futur ou pas? Je sais pas, moi je trouve ça très compliqué de monter une école. Enfin, il faut vraiment se réunir, avoir envie, quoi. On parle justement d'égalité entre les écoles. Vous savez qu'en Israël, donc depuis cette rentrée, il y a ça fait plusieurs années qu'il y a les manifestations des sardines. On a obligé tous les parents, toutes les écoles, à avoir 40 personnes, 40 élèves par classe, public, privé, etc. Les professeurs ne peuvent plus faire de groupe. On doit être 40 dans une classe en Israël, quel que soit le niveau d'éducation. Est-ce que vous pensez que c'est une vraie mesure égalitaire pour que tout le monde ait les mêmes conditions d'éducation ou pas du tout? Non, mais encore une fois, ça montre le fait que l'État, il a des priorités et sa priorité, c'est pas l'éducation. Au lieu d'aller mettre de l'argent dans l'éducation et de faire des classes où les élèves, ils peuvent parler à leurs profs. C'était une des revendications de Rothschild 2011. C'est une des premières et une des plus importantes, c'est évidemment l'éducation. Quand tu es 40 par classe, il n'y a pas à parler de nivellement par le bas ou de ch'touillotte dans ce... C'est juste qu'ils n'ont pas l'argent. En Israël... Mais si les parents ont l'argent et qu'ils veulent 15 élèves par classe, ils ne peuvent plus le faire en Israël aujourd'hui.
Le problème, c'est, moi je pense surtout aux enfants dont les parents n'ont pas les moyens. 40 par classe, c'est surtout le constat d'échec d'un ministère de l'Éducation qui dit je ne peux de toutes les façons pas ouvrir des écoles pour baisser le nombre d'élèves. Et donc je vous annonce que public-privé, vous serez 40 par classe. Il n'empêche qu'on souffre plus dans les milieux où 40 élèves par classe dans un quartier difficile, c'est pas la même chose que dans un quartier aisé avec des parents. Voilà. Évidemment, moi je sais que dans la classe de ma fille, elle est dans l'équivalent du CP, la Kita Aleph, ils sont 29 et on nous a dit vous avez de la chance. Et moi, j'étais un peu hallucinée de savoir qu'ils étaient 29. Et je te parle pas du niveau des profs qui sont avec ces 40 élèves. Alors, il y en a, moi, je me rappelle d'une prof d'anglais qui parlait pas 3 mots d'anglais. Donc... Alors là, c'est un autre sujet. Je voulais juste vous demander en tant que parent, on va regarder ce qu'on appelle le classement de Shanghai des meilleures universités. Il sort tous les ans. Mais est-ce que pour vous, l'excellence, est-ce que une bonne éducation, c'est la recherche de l'excellence, type classement de Shanghai, apprendre ou faire des citoyens intelligents, bien dans leur peau? Quelle est pour vous une bonne éducation aujourd'hui? Pour moi, évidemment, c'est réponse numéro 2, c'est apprendre aux enfants à poser les bonnes questions, à ouvrir les yeux, à être curieux, leur apprendre, leur ouvrir des portes. Et le savoir ? Et le savoir, je pense que ça viendra après, à mon avis, essayer de leur foutre des trucs dans la tête, les forcer à réciter, je pense que c'est pas la bonne façon de faire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la sélection, elle se fait surtout sur la connaissance. Donc moi, je veux bien, jusqu'à l'âge de 12-13 ans, aider un enfant à lui inculquer des valeurs, à faire de lui un citoyen ouvert, etc. Mais après, il va quand même, de toute façon, falloir bachoter. Parce que moi, je sais que j'ai eu mon bac parce que mes parents voulaient juste que j'ai le bac. Si mes parents m'avaient dit, il faut que tu aies une mention, je pense que j'aurais une mention à un moment donné. Un enfant, ça doit se challenger. Parce que la vérité, je suis d'accord. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut aussi challenger un enfant quand on sent qu'il a des capacités. Mais faut leur apprendre à aimer quelque chose. C'est-à-dire un enfant que tu vas forcer à faire des maths, il va pas aimer ça. Dans un premier temps, je suis d'accord. Okay. On va parler maintenant de la tendance générale, qui est de penser que les écoles privées sont synonymes d'excellence et que leur nombre explose dans les pays développés, laissant loin derrière les écoles publiques. Mais si on regarde les chiffres, les statistiques qui sont nombreuses, eh bien de nombreuses nuances apparaissent. Le match école publique, école privée, c'est dans le poste de Marie Semelin, mise en image par Raphaël Cohen. Nous sommes le monde, nous sommes les enfants, nous sommes ceux qui préparent un jour meilleur. Et pour faire un jour meilleur, mieux vaut aller à bonne école privée. Ces dernières années, tout le monde ne parle que de ça, mais qu'en est-il vraiment ? D'abord, idée reçue numéro 1, le nombre d'écoles privées a explosé. C'est faux. Selon un rapport de l'OCDE, on en parle plus, mais depuis 10 ans, il n'y en a pas vraiment plus. Et 90% des élèves de primaire dans ces pays vont encore à l'école publique. Idée reçue numéro 2, les classes sont surchargées dans le public et vides dans le privé. C'est encore faux. Il y a en moyenne une différence de 1 élève par classe entre public et privé, en primaire et au collège. Par contre, la taille des classes change par pays. 21 élèves en moyenne dans l'OCDE, 23 en France, plus de 30 au Chili et jusqu'à 40 en Israël. Idée reçue numéro 3, les élèves du privé sont meilleurs que ceux du public. Et c'est vrai. Le test PISA, qui évalue les connaissances des élèves, montre que dans quasiment tous les pays de l'OCDE, les élèves de 15 ans dans le privé sont meilleurs et de loin. Mais sont-ils meilleurs parce que les écoles sont meilleures ? Non. Les écoles privées ont de meilleurs résultats parce que la majorité de leurs élèves viennent de milieux favorisés et que les élèves de milieux favorisés réussissent mieux que les autres. Ils ont donc à la base plus de chances de réussir et les élèves de milieux favorisés en école publique ont des résultats aussi bons que leurs camarades de classe sociale scolarisés en privé. Alors école publique est gratuite et obligatoire pour tout le monde, oui, mais reste à faire marcher l'égalité. Alors, il y a eu une étude américaine qu'on va voir qui a révélé que de 0 à 18 ans, un enfant aux États-Unis, et en Israël, on va vers le modèle américain, un enfant coûte $241 000 de 0 à 18 ans. Est-ce que dans un pays où on encourage la natalité, ça ne va pas freiner les parents à faire des enfants ? Est-ce que vous êtes en mode on fait 2-3 enfants ou on en fait 6 ? Est-ce que ça rentre en ligne de compte ? Non, le critère financier, je me dis pas, j'ai très envie de faire 6 enfants, mais j'en ferai que 2 parce que financièrement, je peux pas. Ça ne freine pas les parents, selon vous ?
Moi, en tout cas, ça me freine pas. Maintenant, je trouve ce chiffre hallucinant. Ça veut dire, on voit ce que coûte un enfant, on voit pas ce qu'il rapporte à la société, ce qu'il rapporte aux parents. 240 000. Moi, quand je vois ma fille passer comme ça dans le salon, je me dis pas, tiens, voilà, 240 000 $ que ça va me coûter jusqu'à 18 ans. C'est clair, mais moi, j'y pense. Ma femme et moi, on a 2 enfants. Le 3e, ça devient quelque chose. Enfin, je me suis pas posé la question jusqu'à aujourd'hui, mais maintenant que je sais le coût que ça a. 240 000 $. Non, mais je connais les chiffres. Moi, je paye le GAN, c'est 3 000 shekels par mois, juste pour le petit jusqu'à 3 ans. C'est 3 000 shekels par mois, donc c'est la moitié déjà d'un salaire qui va juste là-dedans. Donc, faire un nouvel enfant, c'est clair que j'aimerais bien, mais faut avoir les moyens. Juste, ça devient... en un mot, Virginie, vous avez scolarisé votre enfant en France, puis maintenant en Israël. Est-ce que vous êtes plus confiant maintenant ici en Israël ou dans la partie française quand elle était à l'école plus jeune? Non, parce que je vois la rentrée scolaire dans les infos en France avec le problème des rythmes scolaires, des activités. Je vois que cette espèce de bordel organisé comme ça, avec des mères qui sont là, qui veulent pas, des profs, etc., qui sont pas préparés. Plus confiance, non, moi je trouve en tout cas le corps professoral que j'ai vu pour l'instant, parce que ma fille est en Kita Aleph, j'ai l'impression qu'on a des professeurs qui perçoivent les enfants, qui regardent les enfants, qui s'y intéressent. Voilà. Merci Virginie, ça sera le mot de la fin. C'est la fin de cette émission. Merci à vous deux d'avoir été avec nous et à vous de nous suivre. Vos réactions, vos questions, c'est sur la page Facebook de Social Blog. On se retrouve la semaine prochaine, même heure sur i24 News. Et d'ici là, restez connectés.